Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Le Conseil des ministres s'est réuni hier à la présidence de la République à Lomé. Plusieurs sujets ont été abordés avec un accent particulier sur la violente attaque dans la préfecture de Pendial. L'avant-projet de loi de finances, exercice 2022, a aussi été examiné et adopté. Jeu concours Fisc Quiz, 27 lauréats ont reçu hier leur prix et récompense. Cette deuxième édition, une initiative de l'OTR, veut promouvoir le civisme fiscal et faire connaître aux contribuables internautes les fondamentaux de la fiscalité en vigueur au Togo. Les Soudanais se préparent à une nouvelle marche d'1 million contre le coup d'État dans le pays. À la veille de cette marche, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a appelé les militaires à la retenue et au respect des droits du peuple soudanais, à la liberté d'expression et de réunion. Ce samedi, nous sommes à l'intérieur du pays à la découverte de la commune Blita 1. Elle dispose d'une des plus importantes centrales photovoltaïques de l'Afrique, source donc d'opportunités d'emploi pour la jeunesse. Quel est le mécanisme pour maintenir la sécurité et le développement de la commune? Monsieur Tazmoaï Pazambade est le maire de cette commune. Il nous en parle. Et puis, à suivre également dans ce journal, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Monsieur à nouveau, bonjour. Le chef de l'État Faure Essozomna Gnazingbe était ces derniers jours au front à Pendial aux côtés de ses troupes après la violente attaque dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 novembre 2021 contre les populations locales. Le sujet a d'ailleurs occupé une place importante lors du Conseil des ministres hier. Faure Essozomna Gnazingbe a saisi cette occasion pour apporter aux forces de défense et de sécurité un message de soutien, d'encouragement et de félicitations en son nom propre et au nom du peuple togolais. Le président de la République a particulièrement salué la bravoure, la vaillance et le professionnalisme de la section déployée dans la localité de Sanloga dans le cadre de l'opération Kundjouar destinée à sécuriser les localités situées dans l'extrême nord du pays. Le chef de l'État a par ailleurs instruit le gouvernement de poursuivre les investissements permettant de renforcer le dispositif sécuritaire ainsi que les capacités de notre armée. Il a en outre insisté sur le besoin de renforcer et d'accélérer les actions dans les secteurs sociaux au profit des populations les plus exposées à la menace. En marge du Conseil des ministres, une conférence de presse a été animée par le ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayoadan. Plusieurs points en Conseil des ministres ont été évoqués, dont l'avant-projet de loi de finances exercice 2022. Emmanuel Ameglame. Pour le professeur Akoda Ayoadan, l'avant-projet de loi de finances exercice 2022 traduit la volonté du gouvernement de poursuivre la mise en œuvre du budget programme dans le cadre de la réalisation des actions prioritaires de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le budget projeté sur 2022 prévoit une hausse des ressources, notamment pour pouvoir financer la feuille de route gouvernementale. Et cette hausse, elle n'est pas anodine, elle est excessive à la reprise des activités, il faut le noter, mais en même temps, elle est le fruit d'un certain nombre d'actions qui ont été menées en amont. Il est vrai qu'au plan international, on remarque un regain d'activité, un certain dynamisme. Mais au plan local, au plan national en particulier, la période de la pandémie qui n'est pas terminée aurait pu augurer d'une baisse. Pendant la pandémie, les actions du gouvernement
qui étaient organisés autour d'une riposte, autour d'une capacité de résilience et de la relance économique, ont permis des investissements que les économistes appellent des investissements contracycliques. Et ces investissements, aujourd'hui, portent notre économie et nous permettent d'entrevoir l'avenir avec sérénité. Les atouts, ce sont exactement ces investissements et aussi l'organisation de l'État pendant cette période de Covid qui, logiquement, on va dire, aurait dû nous mettre en difficulté plus que cela ne l'est aujourd'hui, mais avec les investissements réalisés, la stratégie retenue par le gouvernement sur l'inclusion financière, par exemple, nous permettent d'aller vers cette... Il faut avoir une vision un peu plus large du panier de la ménagère. Toutes les actions du gouvernement qui tendent à créer de la richesse entre les mains de la ménagère augmentent automatiquement le panier de la ménagère. Toutes les actions sociales relatives à l'inclusion sociale, toutes les actions qui ont trait à la modernisation des infrastructures, toutes les actions en direction de l'éducation, la gratuité dans le primaire et le secondaire, l'exonération des frais d'inscription aux examens contribuent à hausser le panier de la ménagère. Mais je ne perds pas de vue que directement, il y a quand même un levier à utiliser qui est l'agriculture et qui va nous permettre peut-être d'améliorer de façon directe le panier de la ménagère. Et le budget alloué à l'agriculture en porte témoignage. Face aux perturbations actuelles que connaît le secteur éducatif, le gouvernement réitère son attachement au respect des lois et règlements en vigueur et réaffirme sa volonté de poursuivre les concertations avec les acteurs impliqués, ceci en vue d'atteindre les ambitions de la feuille de route gouvernementale. Professeur Akoda Ayewada. La question de la gratification qui a été au cœur de la situation que l'on a observée la semaine dernière est le fruit d'une négociation entre le gouvernement et les acteurs du secteur de l'éducation. Et au titre de cette négociation, le gouvernement et les acteurs du secteur se sont entendus sur la gratification exceptionnelle dont il est question. Les détails de la gratification n'avaient pas encore été tous réglés avant que la grève en question ait été déclenchée. Il y a un comité de suivi qui a en charge de mettre en place les détails de l'opération. Au terme des travaux de ce comité de suivi, vous saurez et le montant et la date de perception de la dite gratification. Je pense que la question de ces enseignants qui auraient été déclassés, elle n'a pas été discutée en Conseil des ministres parce qu'il s'agissait d'une sanction administrative et force doit rester à la loi. Mais ce sont des cas individuels. Et aujourd'hui, la priorité du gouvernement, c'est tout le secteur éducatif. Les actions qui sont menées tendant à l'amélioration des infrastructures, les actions qui sont menées tendant à la mise à disposition des outils didactiques, les actions qui sont menées justement pour améliorer la condition des enseignants ont été au cœur des débats au Conseil des ministres aujourd'hui. Les situations individuelles, elles existent, elles sont le lot quotidien. Lorsque l'on travaille ou lorsque l'on est fonctionnaire, il y a des règles, ces règles sont appliquées le cas échéant et c'est la vie de l'institution. Mais sachez que le secteur de l'éducation est une priorité pour le gouvernement et c'est sur cette priorité que le gouvernement travaille. Les données de la pandémie de la Covid-19 et la réduction des délais de passation des marchés publics en matière de décentralisation étaient également sur la table des discussions. La 18e édition des All Music Awards a été lancée hier à Lomé, organisée par Radio Zéphyr pour célébrer la musique togolaise dans toutes ses composantes en partenariat avec la brasserie de Lomé et comme sponsor officiel la société privée de téléphonie mobile au Togo Move Africa Togo. Cette édition, comme celle de l'année dernière, sera célébrée dans la sobriété et de façon particulière compte tenu de la pandémie à coronavirus, mais avec des innovations. L'édition de cette année a pour thème la participation active de l'artiste de la chanson dans la sensibilisation contre le coronavirus. Patrick Blandet, président du comité d'organisation et directeur de Radio Zéphyr.
Cette année, nous avons voulu faire des cachets financiers spéciaux à tous les lauréats de toutes les catégories. Il y a une vingtaine et donc nous ferons en sorte à pouvoir les accompagner. Ce qui est plus important, c'est de mettre à disposition donc de ces lauréats une attestation certifiée de la première autorité de tutelle culturelle. Cette attestation permettra aux artistes de se faire valoir non seulement au niveau national mais au niveau international. En termes de nouveautés, nous avons introduit cette année deux nouvelles catégories. Nous avons introduit la catégorie meilleur artiste du net et la meilleure chanson la plus écoutée et regardée également sur le net. Déjà aux côtés de l'événement l'année dernière pour accompagner les organisateurs, cette année encore, l'opérateur de la téléphonie mobile Move Africa Togo apporte son appui à l'organisation. Pour Hervé Clousset, directeur marketing Move Africa Togo, c'est l'un des événements culturels qui a de l'avenir, un champ vaste. Nous avons constaté aujourd'hui que c'est l'un des événements culturels qui a de l'avenir. Ce n'est pas seulement pour les artistes, c'est aussi pour toutes les personnes qui interviennent dans la culture togolaise, dans la musique togolaise. C'est pour ça que nous avons décidé de nous mettre avec eux pour les soutenir. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'apparition de la pandémie, il y a plusieurs activités qui sont au ralenti et nous n'avons plus aussi ces activités-là qui nous permettaient de pouvoir faire découvrir les talents, pour pouvoir accompagner la musique togolaise. La remise de prix aux lauréats du jeu concours en ligne Fisc Quiz s'est déroulée hier au siège de l'Office togolais des recettes OTR. Ce rendez-vous veut promouvoir le civisme fiscal et faire connaître aux contribuables internautes les fondamentaux de la fiscalité en vigueur au Togo. Au total, 27 récipiendaires ont reçu des prix et récompenses à cette deuxième édition. Mohamed Nourdine Assindo, directeur de communication et des services usagers. Le travail a mobilisé plus de 35 000 abonnés des jeunes qui utilisent le smartphone et sur les 35 000, nous avons pu avoir 27 lauréats. La finalité, chercher, savoir c'est quoi les impôts. Ce nom qui jadis faisait peur aux gens, il est normal de simplifier ce terme, qu'il soit beaucoup plus abordable à la population. Et deuxièmement, lire derrière les réponses le développement du civisme fiscal. Et troisièmement, faire un maillage de la jeunesse. Les lauréats se sont donc réjouis et ont promis d'œuvrer aux côtés de l'Office afin de sensibiliser davantage les contribuables sur le civisme fiscal. Batali Essodina, l'un des lauréats à qui est revenu le premier prix. Ce prix, c'est pour encourager les citoyens, les contribuables togolais à payer les impôts, les taxes, à découvrir plus les services de l'OTR. J'ai plus appris de l'OTR, les services décentralisés, ce que l'OTR fait en tant que travail sur le terrain, sur le plan national et international, à travers le civisme fiscal qui est le travail important de l'OTR sur le terrain. Autre chose dans cette édition, la Fraternité des Églises baptistes de toute l'Afrique, FBTA, a désormais un nouveau secrétaire général. Il s'agit du révérend pasteur Apetogbo Ametepe Elias. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions hier. Son élection fait du Togo le premier pays francophone à accéder à ce poste depuis 1982. Pour le révérend pasteur Charles Amedikpo, c'est un grand honneur pour le Togo et pour l'Afrique francophone. Révérend pasteur Charles Amedikpo, directeur du ministère pastoral et de la formation théologique des églises baptistes du Togo. Gloire à Dieu. Cette fois-ci, un francophone prend le poste du secrétaire général, mais pas n'importe quel francophone, un Togolais, un des nôtres. Quelle joie, quelle grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi toute l'Église baptiste représentée par les modérateurs, les directeurs des antennes pastorales, les membres de l'Église, continuent à prier pour lui pour une réussite de sa tâche. De nombreux défis attendent le nouvel élu, notamment unifier les différentes églises baptistes évangéliques. Le nouveau secrétaire général de la Fraternité des églises baptistes de toute l'Afrique affirme que diriger tout ce monde représente un véritable défi. Révérend pasteur Apetogbo Ametepe Elias, que nous écoutons.
Depuis que la Fraternité baptiste de l'Afrique existe en 1982, c'est la première fois qu'un francophone prend la destinée de cette institution et ce francophone c'est donc du Togo, donc nous en sommes honorés. La Fraternité baptiste de toute l'Afrique est installée dans une quarantaine de pays à travers l'Afrique et nous sommes au moins 50 000 églises locales et nous sommes 77 unions et conventions et nous représentons une population de chrétiens baptisés d'au moins 20 millions de personnes. Et là, diriger tout ce monde-là, c'est un véritable défi, surtout que à l'Église, chacun semble mieux comprendre la Bible, chacun semble recevoir la voix du Seigneur. L'association Art Messiamé organise depuis lundi à Lomé un atelier dénommé Ati le Bois. L'édition 2021 va regrouper 14 artistes plasticiens actifs africains et européens qui vont montrer leur savoir-faire. L'objectif est de créer une plateforme d'échange sur l'art contemporain et ses pratiques par les artistes plasticiens nationaux et internationaux. Par cette rencontre, les acteurs entendent sensibiliser les étudiants sur la critique de l'art. Ferdinand Makouvia, artiste plasticien, co-organisateur de l'art Messiamé. Art Messiamé doit être vu comme une plateforme d'échange. C'est une conversation entre artistes et des étudiants des grandes écoles de Lomé se réunir autour d'une conversation, comment on peut créer ensemble à partir de nos expériences différentes. Il faut voir aussi Art Messiamé comme deux pôles de formation où on a formé 2 résidences en une qui est composée de 14 artistes dont 7 venus de l'Europe et aussi il y a 7 artistes togolais. L'idée c'est de converser avec la formation en Afrique, nos différentes expériences et de voir qu'est-ce qu'on peut faire autrement. Pendant 2 semaines, plusieurs activités seront au programme, notamment des conférences, débats, des tournées et des expositions d'objets. Juliette Delcourt, cofondatrice de l'association Atelier Ati. Différents pays, différents continents qui se rencontrent et qui travaillent ensemble pendant 2 semaines pour cette résidence. Les travaux en cours, les savoir-faire qu'ils ont appris les uns avec les autres. Ici, on est plutôt dans un lieu où on veut échanger plutôt qu'un lieu où on veut faire des créations finies. Lundi, on va dans une école primaire qui est juste à côté pour aller dessiner avec les enfants. Mercredi prochain, on va visiter l'atelier de Soke Edor à Palimé et demain, l'atelier de Eric Wonanou. On a une restitution, donc c'est vendredi prochain à 17h, du travail qui a été fait en cours. L'idée, c'est pas faire une exposition, mais montrer ce que les artistes ont fait pendant cette résidence. Une opération de salubrité publique s'est déroulée ce matin à Atapamé. L'initiative est de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Atop Atapamé, Jean Mizou. Vaste opération de salubrité ce matin dans la ville d'Atapamé. C'est une initiative de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB pour rendre les quartiers propres. Une opération dénommée Samedi propre qui a démarré en 2016 à Lomé et s'étend à l'intérieur du pays. Les travailleurs, essentiellement des jeunes garçons et filles, provenaient des quartiers Houdou, Doulasamin, Nyanya et Lomnava. Ils sont identifiés par les responsables des CDQ et la mairie. En quoi consiste cette opération de salubrité Samedi ville propre? Reda Alain, coordonnateur ANADEB Plateau. Disons que c'est une reprise de l'opération Samedi ville propre. Cette opération avait démarré déjà en 2016 dans les quartiers de Lomé et progressivement s'est étendue aux villes de l'intérieur. Donc désormais c'est tout le territoire qui est concerné par cette opération de Samedi propre, juste pour rendre nos quartiers propres, parce qu'il y a l'insalubrité dans les quartiers qui est très remarquable. Donc il consiste au désherbage, au curage des caniveaux, à l'enlèvement des trottoirs sauvages, au balayage, à l'entretien des rues et des ruelles. Voilà l'essentiel des travaux dédiés à cette opération de salubrité propre. Et nous le faisons en concertation avec les mairies, les communes, maintenant c'est les communes, les mairies et les CDQ. Nous travaillons en partenariat avec ces entités. Donc nous identifions les travailleurs, que ce soit hommes et femmes, dans les quartiers, et ces listes de ces travailleurs-là proviennent des quartiers. L'identification se fait par les mairies et
les CDQ. L'opération de salubrité se déroule simultanément dans les chefs-lieux des 12 préfectures de la région des Plateaux. Jean Mizou, agence togolaise de presse à Tapamé pour Radio Lomé. Près de 3 semaines après le coup d'État militaire au Soudan, la société civile et le comité de résistance appellent les Soudanais à sortir dans la rue pour une marche dite du million. Le tout dans un climat de répression. Des dizaines d'arrestations ont été signalées. Quartier par quartier organise la mobilisation. Nathalie Panenke. L'ampleur de cette mobilisation sera d'autant plus importante que les négociations engagées en coulisses depuis le 25 octobre pour tenter de convaincre le général Abdel Fattah al-Burhan de faire marche arrière ne semblent pas porter leurs fruits. Jeudi, à 48 heures de la marche, ce dernier a au contraire annoncé un nouveau conseil de souveraineté dont ont été exclus les membres qui réclamaient, avant le coup d'État, un transfert rapide du pouvoir aux civils. Une annonce que les États-Unis et l'Union européenne ont estimé qu'elle complique les efforts destinés à remettre le Soudan sur la voie de la transition démocratique. À la veille de cette marche, Michelle Bachelet, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a par ailleurs appelé les militaires à la retenue et a veillé à ce que les droits du peuple soudanais à la liberté d'expression et de réunion pacifique soient pleinement respectés. Selon l'ONU, au moins 14 personnes auraient été tuées et quelques 300 blessés lors des manifestations organisées entre le 25 et le 30 octobre en raison d'un usage inutile et disproportionné de la force par les forces militaires et de sécurité. En RD Congo, opposants, laïcs, activistes, militants catholiques et protestants sont eux aussi attendus dans les rues de la capitale Kinshasa ce samedi. Première journée de mobilisation des forces politiques et sociales de la nation contre l'équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante CENI, mais les revendications sont aussi sociales. La marche est convoquée par le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo et le ministère laïque des protestants. Mais les mouvements citoyens et les opposants, notamment le FCC de l'ex-président Joseph Kabila, ou encore l'AMUCA du tandem Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito se joignent à la démonstration. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a estimé que la transition dans son pays est dans le bon timing et promet à nouveau des élections libres, démocratiques et crédibles à son issue. Le président du Conseil militaire de transition du Tchad s'est exprimé hier à l'occasion de sa venue à Paris en France. Près de 7 mois après son arrivée au pouvoir, il a évoqué les défis auxquels son pays fait face. Sans transition, invité du jour, nous allons à présent à la découverte de la commune Blita 1, une commune qui dispose de la centrale photovoltaïque la plus importante d'Afrique, les opportunités d'emploi pour la jeunesse, le mécanisme pour maintenir la sécurité et le développement de la commune avec M. Dazmoaï Bassambade, maire de la commune Blita 1. Il est au micro de Gabriel Aïna. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Aujourd'hui, après les 2 ans dans votre commune Blita 1, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme réalisation? Merci beaucoup. Peut-être avant de parler de réalisation, il faut bien que je présente ma commune. Et la commune de Blita 1, c'est l'une des 3 communes de la préfecture de Blita qui est située au centre des 2 communes. Elle est limitée au nord par la commune de Sotobois 3, à l'est par la commune de Blita 2 et à l'ouest par la commune de Blita 3. La population de Blita est estimée en 2019 à 73 000 habitants pour une superficie communale de 724 km². Il faut souligner que la population est en majorité jeune. Plus de 50% de la population est âgée de moins de 20 ans. Voilà. Vous comprenez les enjeux de développement au niveau de cette commune. Donc, par rapport à ce qui a été fait, je voudrais d'abord rendre un hommage au chef de l'État pour sa politique de développement local, participatif et inclusif, qui a conduit aux élections locales, corroborant ainsi la communalisation intégrale du pays
grâce au chef de l'État. Et donc à Blita, beaucoup de choses ont été réalisées, notamment dans le domaine scolaire. Beaucoup de bâtiments ont été construits dans les CEG et dans les écoles primaires. Pour les CEG, le CEG de Toulé qui a été créé, tout de suite des bâtiments sont sortis. Il y a le CEG de Pawa, le CEG de Doufouli, le CEG de Blita. Et pour les lycées aussi, notamment tout dernièrement, il y a un collège qui a été transformé en complexe lycée et qui a bénéficié d'un bâtiment scolaire. Les écoles primaires du canton de Blita Village ont bénéficié chacun d'un bâtiment scolaire à 3 classes avec bureau, direction et équipé. Et dans le domaine de la santé, compte tenu de sa politique de coopération, de bon voisinage et de développement surtout, la commune, compte tenu de certaines de ses relations avec un opérateur économique, a eu un don de 30 matelas sur les ristounes de l'ODEF. C'est ça aussi, c'est la politique du chef de l'État qui a consacré que quand on exploite une mine ou des ressources sur un territoire, qu'on leur donne un pourcentage. Donc nous avons bénéficié des ristounes de l'ODEF qui nous ont permis de construire un bloc d'hospitalisation de 4 cabines climatisées et équipées en lit VIP. Donc ce qui a manqué pendant longtemps à l'hôpital de Blita. Nous avons sur ces mêmes ristounes clôturé un domaine scolaire, parce que ce domaine était toujours emprunté par les gros camions qui vont chercher du sable, et cette école était à proximité d'un cours d'eau. Donc ce qui fait que les enfants allaient facilement vers le cours d'eau. Donc pour les sécuriser, nous étions donc obligés de clôturer cette école-là. Les mêmes ristournes ont permis aussi de programmer la construction de notre bâtiment scolaire dans le même lycée qui a été fait complexe cette année. Et toujours avec l'appui du FACT, le Fonds d'appui aux collectivités locales pour l'année 2020, toujours dans le domaine de la santé, nous avons pu construire une aire d'abattage à Bagala. C'est un centre très important où on abat banalement 4 bœufs par jour. Donc dans des conditions insalubres. Et donc nous avons fait une aire d'abattage pour accompagner les bouchers. En dehors de cela, le développement, c'est d'abord la route. Ah oui. Et on dit que la route du développement passe par le développement de la route. Et donc, nous allons citer quelques axes. Banalement, plus de 100 km de routes ont été réaménagés pendant les 2 ans. Vous prenez la route Blita-Pagala, la route Blita-Pawa-Brigade qui est en aménagement, la route You-Warani-Yalombe qui a été aménagée, la route des Falais, qui a été aménagée dans la commune ou en ville. Des rues ont été aménagées. Une rue carrément a bénéficié de caniveaux des 2 côtés et bien chargée avec la construction aussi de certains dallos. Mais le plus important que nous soulignons encore ici, c'est d'avoir choisi la commune de Blita pour disposer de la centrale photovoltaïque la plus importante d'Afrique. Justement, je voulais en venir. Dites-nous, quel est le sentiment de cette population? Oui, vous ne pouvez pas mesurer la joie de la population de la commune de Blita. Pas seulement de la commune, je vais dire toute la préfecture, parce qu'aujourd'hui, partout, on connaît Blita à cause de cette centrale-là. Quand bien même sur le plan politique, on connaissait, mais la visibilité de Blita, c'est à partir de la centrale solaire. C'est important. Aujourd'hui, nous avons des industries qui commencent par s'installer. L'électricité est abondante. On a connu des coupures avant. Mais aujourd'hui, je pense que Blita est à l'aise. Et donc, ça fait vraiment la fierté de Blita aujourd'hui. Quelles sont les dispositions prises par votre commune pour vraiment ne pas endommager toutes les réalisations le plus tôt? Vous savez, quand on a quelque chose qu'on aime, on l'entretient. Je voudrais bien dire que tout ce qui a été réalisé n'est pas l'apanage de la commune. C'est du président de la République qui en fait pour sa population. Il faut bien qu'on assure l'entretien régulier de ces panneaux. Ce n'est pas sur un sol cimenté. Donc il faut un entretien régulier par le désherbage. Ce n'est pas seulement ça, il faut d'abord sécuriser. Les populations riveraines sont sensibilisées pour qu'il n'y ait pas des vandalismes. D'ailleurs que la centrale elle-même est clôturée. Donc c'est déjà un élément de sécurisation. Il y a 2 ans aujourd'hui, on est dans la communalisation avec toutes les réalisations que vous venez de citer. Je vais maintenant parler des taxes, parce que les gens n'ont pas compris jusque-là que c'est des taxes qui permettent le développement
de nos communautés, la construction des infrastructures et bien de choses. Comment est-ce que vous arrivez à faire comprendre raison aux populations de Blita? Merci pour cette question. C'est important, la collecte des taxes. Les communes ne peuvent vivre que par les taxes, même l'économie nationale. C'est par les impôts et les taxes que le pays vit. Donc il faut bien sensibiliser. C'est normal qu'il y ait de petites réticences. Oui. Et donc c'est des sensibilisations que nous sommes en train de faire avec l'appui de certaines personnes qui comprennent, notamment les CVD, les ONG. Oui. Et avec aussi l'accompagnement de l'OTR, parce que l'OTR aussi est dans cette dynamique de sensibiliser pour que les gens comprennent l'importance des taxes pour l'économie nationale. Vous avez souligné cela, une population à 50% jeune. Forcément, il doit y avoir des projets pour cette jeunesse. Oui, la jeunesse, c'est une priorité, que ce soit au niveau communal ou au plus haut niveau de l'État. Et donc, le président de la République en fait vraiment une priorité. Tout dernièrement, il y a 1 an, un centre de formation technique a été créé pour ces jeunes, pour qu'ils se forment. La centrale solaire est là. Bientôt des industries vont s'installer. Il faut bien que les jeunes soient dotés de compétences pour pouvoir être utilisés. Oui. Et donc, voilà ces projets qui sont là. On est en train de construire une caserne de sapeurs-pompiers avec un centre de formation. C'est toujours à l'actif des jeunes. En dehors de ces activités qui sont un peu formelles, il y a des activités non formelles au niveau de l'agriculture. Il y a des mécanismes pour donner des prêts aux jeunes qui s'adonnent à l'agriculture. Agricef pour les jeunes, il y a même pour les femmes. Donc nous essayons aussi de les sensibiliser, de les mobiliser autour de ces mécanismes d'appui du gouvernement pour qu'ils aillent de l'avant au lieu d'être oisifs ou de devenir des voleurs et des délinquants. Alors, le Togo est un pays de paix. C'est des efforts qui ont été faits, mais il y a des mécanismes qui ont été mis en place au niveau de votre commune. Quel est le mécanisme pour pouvoir garantir cela? Merci. Comme vous l'avez dit, c'est vrai, le Togo est un pays de paix et les gouvernants tentent par tous les moyens de maintenir cette paix parce que c'est le premier facteur de développement au niveau de la commune. Des comités locaux, je veux dire des comités cantonaux de lutte contre les extrémismes violents sont mis en place. Donc ces comités se chargent de sensibiliser la population et de relever les vulnérabilités qui peuvent conduire à l'extrémisme violent et rapporter au maire pour pouvoir les gérer. Au cas où on ne peut pas les gérer, on va remonter plus haut pour nous aider à les gérer. Et pour le faire, le ministère de la Sécurité a appuyé la commune en mettant à sa disposition quelques agents qui sont chargés d'animer ces comités-là. Okay. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Quel est aujourd'hui le message? Je voudrais dire merci à Radio Lomé, rendre un vibrant hommage, un hommage exceptionnel au chef de l'État pour sa politique de développement et de la promotion de la gouvernance locale, qui est un grand vecteur de développement inclusif, comme il a dit, qui ne laisse personne de côté. Donc merci à lui et à tous les membres du gouvernement qui accompagnent le processus de décentralisation, surtout avec l'appui du FAC. Et nous souhaitons que les partenaires techniques s'impliquent dans la mise en œuvre des projets de l'État en finançant le FAC au profit des communes. Nous voulons leur assurer que l'ensemble des maires du Togo, parce que faisant partie de ce club, que nous restons soudés autour du chef de l'État pour l'aider à mettre en œuvre le plan national de développement, pour que l'objectif de l'émergence du Togo soit atteint, pour que nous soyons vraiment un pays émergent d'ici 2030, pour que vraiment notre capitale soit un hub, pour que nos communes soient aussi des hubs dans le ressort territorial, pour que nos jeunes n'aillent pas trop en aventure parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Merci aussi à tous les élus. Par rapport aux populations, qu'est-ce que vous leur dites? Aux populations, je mesure votre joie parce que la décentralisation a apporté beaucoup. Des distances qu'ils devaient parcourir pour obtenir, légaliser un document, aujourd'hui c'est à côté d'eux. Elles sont contentes de trouver toujours des autorités locales à leurs écoutes. Je leur tends la main pour qu'ils nous viennent en aide, pour que nous puissions construire nos communautés, pour que nous puissions ensemble prendre le développement de nos communes en main, pour libérer l'État, tout projet plus grand. Monsieur le maire, merci. Merci à vous aussi.
Affaire d'accaparement des terrains dans les Échos du Palais, les inculpés accusés d'assassinat ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle. Hélène Assabi revient sur les faits. Le nommé Michel, géomètre, topographe de profession, avait quitté son domicile dans la journée du 26 septembre 2009, mais n'est plus revenu. Le lendemain, très inquiet, les siens se mirent à sa recherche et ont finalement appris que le jour de sa disparition, il avait dit vouloir se rendre à Zanguera Clémé pour un rendez-vous très important. Les membres de la famille de Michel se sont donc rendus dans la localité où ils rencontrèrent le chef qui avait dit ne détenir aucune information au sujet du disparu. À peine l'équipe de recherche amorçait le chemin de retour que certains riverains lui signalèrent avoir vu Michel la veille dans ce village en compagnie de Kofi, un des fils du chef. Mais ce dernier affirma n'avoir pas vu le géomètre. Cependant, des renseignements poussés permirent quelques jours après d'interpeller Kofi. Et à l'issue de plusieurs interrogations, il a fini par reconnaître que ce fut lui qui avait donné la mort au géomètre sur un chantier à Zanguera Clémé, précisant l'avoir fait avec son jeune frère Djiné ainsi que les nommés Kodjo et Komi. Il a précisé qu'il avait commis ce crime dans le but de camoufler une affaire d'accaparement de terre dont la victime était au courant. Ainsi, le 2 octobre 2009, la police judiciaire a effectué une fouille sur les lieux du crime et a effectivement découvert le corps en putréfaction du géomètre, sommairement enterré, pieds et mains liés. Les 3 frères Kofi, Djiné et Sodjiné, qui avaient pris la fuite, furent interpellés et accusés d'assassinat. Devant la cour d'assises en mars dernier, ils ont été condamnés à 30 ans de prison avec une amende de 50 millions de francs CFA à payer à la famille de la victime. Un mandat d'arrêt a été lancé contre les 2 autres accusés, Kodjo et Komi. Maître Yodo Ankou, avocat défenseur, pense que ses clients ne méritaient pas cette peine. Le ministère public qui avait requis 20 ans, on condamne votre client à 30 ans, c'est normal que vous soyez dans tous vos états. Nous n'avons pas dit qu'ils n'ont pas une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Mais quelle est leur part? Parce qu'aucun élément, aucun certificat médical du médecin qu'on dit avoir assisté à l'exhumation du corps, comment le corps s'est présenté, comment est-ce que la personne est décédée, on ne le sait pas. C'est ces éléments qui doivent permettre à la cour de décider. Ils n'ont pas ces éléments au dossier. Sport, football, dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Plus aucune chance pour la sélection togolaise de jouer la seconde phase. Cependant, finir avec un bon score face à la Namibie, c'est bien l'objectif principal des éperviers à leur départ de Lomé pour Johannesburg, la capitale sud-africaine. Kilim Poyode. Avec 5 points au compteur et deuxième du groupe, le Togo, bien qu'éliminé, est sur une bonne lancée. C'est le fruit de la reconstruction enclenchée depuis l'arrivée de Paulo Duarte et qui se poursuit sans relâche selon le ministre Lidi Bessikama en charge des sports. Même si collectivement le Togo a été bon dans tous les compartiments face au Sénégal à Kégué selon Serge Akakpo, le manager de la sélection, Djen Dakonam, le capitaine des éperviers en revanche, trouve qu'encaisser un but en toute fin de match relève du manque de concentration. Il préconise pour ainsi de corriger ses erreurs pour revenir plus costaud face à la Namibie, une équipe très forte et insondable. Tout cela permettra à l'équipe togolaise de faire un bon match pour une victoire en terre sud-africaine. L'objectif de Paulo Duarte et son staff, tout comme celui des joueurs, c'est de bien finir, améliorer le classement FIFA et bien envisager les éliminatoires de la CAN 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Et la revue de presse pour clôturer ce journal, la grogne dans le secteur de l'éducation, la concertation entre l'État et le secteur privé pour contrer l'importation frauduleuse et la menace terroriste sur le Togo. Voilà quelques-uns des sujets à la une des parutions cette semaine. Léontine Atogima.
Frontière Togo-Burkina Faso, la menace terroriste ne doit pas être prise à la légère, titre Togo Matin. L'éveil de la nation abonde dans le même sens et révèle que les forces de défense et de sécurité sont sur le qui-vive. Une vigilance qui les a amenés à déjouer une attaque terroriste dans les savanes, ajoute Togo Réveil. Chronique de la semaine, en plus de la vigilance, note de la bravoure des forces armées togolaises qui ont repoussé les assaillants venus de l'autre côté de la frontière avec le Burkina Faso dans la localité de Salonga dans le Pendjal. Le tonnerre révèle dans la foulée qu'un renfort est déployé sur le terrain. Dans les colonnes de la Nouvelle Tribune, le ministre de la Sécurité Yark Damram rassure « Nous n'allons pas laisser faire ». Fin de citation. Le Togo ne laisse pas faire également les importations frauduleuses. Le cadre de concertation réuni sous la présidence de la chef du gouvernement Victoire Toméga-Doubé a analysé les impacts des importations frauduleuses et identifié des mesures pour éradiquer ce phénomène, relate Togo Matin. Le médium voit dans cette disposition du gouvernement de la détermination à lutter contre ces importations illégales. Autre sujet à la une des parutions, mouvement d'humeur dans le secteur de l'éducation, le gouvernement favorable au dialogue rassure le ministre en charge de l'éducation, professeur Dodi Kokoroko dans les colonnes de Méga Info. Son collègue de la fonction publique, Gilbert Bawara, en a fait de même dans l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Il déplore toutefois l'entêtement des enseignants qui ont suivi le mot d'ordre de grève de la FESEN alors que le gouvernement avait prévenu sur son caractère illicite. Les deux entités auraient-elles trouvé un terrain d'entente? Annulation de la grève des 10 et 11 novembre, la FESEN fait preuve de bonne foi, souligne le dialogue. Selon le journal, le ministre de la fonction publique a, dans une correspondance, annoncé que des dispositions diligentes sont prises pour accélérer la recherche des solutions idoines aux préoccupations du secteur de l'éducation. Au médium d'exhorter les deux parties à éviter à tout prix l'escalade. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, merci d'être restés fidèles pour nous suivre dans ce magazine Pluriel. Merci de votre fidélité à Radio Lomé. Prochain rendez-vous avec Samedi Pluriel, samedi prochain donc.